Bienvenue dans ce Deep Dive. Aujourd'hui, on a sur la table un texte assez particulier qui date de 1896. Ça s'appelle Might is Right, donc la raison du plus fort. Et on a une analyse qui décortique son incroyable trajectoire. La mission, c'est de comprendre comment ce pamphlet, ce texte extrémiste vieux de plus d'un siècle, peut encore inspirer une violence bien réelle. C'est exactement ça. En fait, l'analyse le décrit comme un virus idéologique. C'est le mot parfait. Un virus qui se transmet. Oui, parce que comme pour un virus, on peut tracer son ADN, son origine, comprendre comment il se transmet, comment il mute, pour infecter de nouveaux esprits, même 100 ans plus tard. C'est une sorte d'enquête épidémiologique, en fait. D'accord. Alors, commençons par le patient zéro. L'auteur se cache derrière un pseudo, Ragnar Redbeard, très théâtral. Oui. On s'imagine un genre de guerrier viking. Qui c'est en vrai? Eh bien, c'est là qu'on a la première grosse surprise. Derrière ce nom, il y a un certain Arthur Desmond. Et son parcours est déroutant, pour le moins. Ah oui, non. On est loin du théoricien de droite. Desmond, il a commencé sa carrière en Nouvelle-Zélande comme un activiste de gauche. Ah bon? Oui, il militait pour les droits des travailleurs, il a même défendu la cause des Maoris contre l'ordre colonial. C'est un antisystème, mais de l'autre bord, quoi. C'est dingue. Comment on passe de la défense des opprimés à la glorification de la loi du plus fort? L'analyse suggère que c'est juste du dépit. C'est ça. C'est le cri de vengeance d'un vaincu. Après une série d'échecs politiques terribles, il a complètement basculé. Le livre, ce n'est pas une philosophie. C'est vraiment l'aigreur d'un homme qui, n'arrivant pas à changer le système par la justice, a décidé de s'identifier à l'agresseur. Une sorte de « si je ne peux pas gagner, je brûle le plateau de jeu ». Exactement. Et pour donner un peu de poids à ce texte, il y a eu ce mythe persistant qu'il attribuait à Jack London. Ah oui, j'ai vu ça. C'est une fausse info donc. Totalement. Et ce qui est fascinant, c'est que cette rumeur a été propagée des dizaines d'années plus tard par Anton LaVey. Le fondateur de l'église de Satan. Lui-même. C'était une stratégie de légitimation. Associer ce pamphlet à un auteur célèbre comme London, c'était une opération de blanchiment intellectuel. Ça rendait le truc plus respectable, plus intriguant. D'accord. Donc on a un texte toxique, écrit par un homme aigri. Normalement, ça aurait dû tomber dans l'oubli. Comment ça a pu non seulement survivre, mais carrément revenir à la mode un siècle après? Le rôle de LaVey a été central alors? Il a été le passeur clé. En 1969, quand il écrit sa Bible satanique, il a tout simplement plagié des passages entiers de Might is Right. Carrément. Mais il l'a fait de manière très, très maligne. Il a enlevé le racisme le plus cru, le plus explicite. Il a créé une version édulcorée. Une porte d'entrée. Voilà, c'était la porte d'entrée. Des milliers de lecteurs, souvent jeunes, en quête de transgression, ont lu la Bible satanique, ont été intrigués et sont allés chercher le texte original. Et là, ils tombaient sur le virus dans sa forme la plus pure. Malin comme stratégie de contamination en 2 temps. Mais ça, c'est les années 70. Le saut jusqu'à la violence de l'alt-right des années 2010, il se fait comment? L'arrivée d'Internet a tout changé. Le livre est tombé dans le domaine public, donc il est devenu hyper facile à diffuser, et il a trouvé un terreau parfait dans les forums et les sous-cultures les plus extrêmes du web. Pour cette nouvelle génération de suprémacistes, ce texte est devenu une sorte d'évangile. Il leur offrait une justification philosophique, brute, à leur haine. Et ce lien, malheureusement, n'est pas que théorique. Et là, on en arrive au cas le plus glaçant. La fusillade de Gilroy, en Californie, en 2019. Oui. Juste avant de passer à l'acte, le tireur, Santino William Le Guin, il poste un message sur Instagram. Et qu'est-ce qu'il dit? Il recommande une seule lecture, Might is Right. Et ensuite, pour décrire les gens du festival qu'il va attaquer, il utilise les mots du livre en parlant de horde de métis. Le lien est direct. C'est terrifiant. Le livre d'un homme aigri, recyclé par la contre-culture, propagé par le net et qui finit par armer un terroriste 123 ans plus tard. Et pourtant, la logique même du livre s'effondre sur elle-même. C'est la réfutation finale de l'analyse, et elle est implacable. C'est-à-dire? Redbeard passe son temps à se plaindre que les faibles, les démocraties, les sociétés basées sur la coopération dominent le monde. Mais si, comme il le dit lui-même, les faibles ont gagné et ont imposé leur système, alors selon sa propre logique, que la force fait le droit, ne sont-ils pas par définition les véritables forts? Ah oui, vu comme ça. Sa prémisse contredit sa conclusion. C'est un serpent qui se mord la queue. Ce qui nous laisse avec une pensée finale assez dérangeante, quand même. Une idéologie n'a pas besoin d'être cohérente ou vraie pour être mortelle. Non. Il lui suffit de valider une haine qui existe déjà. Et ça pose la question,
Combien d'autres virus de ce genre dorment dans les recoins de l'histoire, attendant juste le bon passeur ou la bonne technologie pour ressurgir?